Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes le pôle Finance Innovation. On a co-organisé ce webinaire avec Greenly, la profession comptable et Secha. Pour dire un petit mot sur le pôle Finance Innovation, donc on est un pôle de compétitivité qui a été créé en 2007 à l'initiative de l'État et aussi d'acteurs privés du secteur. On est une association qui compte environ 500 membres composés de TPE, start-up, TPE, PME du secteur financier, d'institutionnels, de grands groupes du secteur, aussi laboratoires de recherche, académiques, écoles. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de regrouper tout l'écosystème financier et d'animer cet écosystème tout au long de l'année. On a pour objectif d'encourager et d'accompagner l'innovation dans le secteur financier à travers 6 filières stratégiques que sont la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, l'immobilier, l'économie sociale et solidaire et enfin les métiers du chiffre et du conseil, qui est la filière qui sera mise en avant pour le webinaire d'aujourd'hui. Dans le cadre de l'animation de cet écosystème, on organise un certain nombre d'événements qui ont dû se digitaliser forcément, comme vous l'imaginez, au cours de la dernière année. Donc c'est dans ce cadre qu'on organise le webinaire d'aujourd'hui, qui portera sur la thématique de l'apport de l'IA pour les métiers de l'expertise comptable. On aura le plaisir de recevoir Secha et Greenly, qui sont deux solutions qui ont été labellisées par le pôle Finance Innovation. Et Greenly qui a d'ailleurs été désigné comme FinTech de l'année dernière. Donc j'en profite pour féliciter Alexis une nouvelle fois. Je remercie aussi Stéphane Reynaud de la profession comptable pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous laisse tous les trois rentrer dans le vif du sujet en vous souhaitant à vous et à tous les spectateurs un très bon webinaire. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou l'onglet questions. Les intervenants se feront un plaisir de prendre le temps d'y répondre à la fin de leurs interventions respectives. Voilà, merci à tous et un excellent webinaire. Bien, merci Hugo. Bonjour à tous. Donc Stéphane Reynaud, je suis le directeur de publication du mensuel La Profession Comptable et du site La Profession Comptable. Et avec donc mes deux co-animateurs de cette matinée, Laure et Alexis, on est ravis de vous accueillir en effet dans ce webinaire consacré aux apports de l'IA pour les métiers de l'expertise comptable. Donc ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, on va faire 15 petites minutes autour de l'apport de l'IA pour les métiers et puis ensuite avec à la fois Laure pour Secha et Alexis pour Greenly, eh bien on ira voir concrètement ce que des outils tech peuvent permettre en matière d'IA et d'ouverture pour la profession comptable. Donc, comme je vous le disais, l'idée ce matin, c'est véritablement de s'intéresser à l'IA sous l'angle, en effet, comment l'intelligence artificielle va transformer notre métier d'expert comptable et comment elle le transforme déjà en termes de profession et comment, avec une intelligence artificielle plus ce que j'appelle moi une IC, vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on est dans le monde des algorithmes. Donc, pour essayer de bien représenter ça, je fais IA plus IC. Donc, comment, avec une intelligence artificielle plus une intelligence qu'on va appeler comportementale, si on le veut, on peut arriver à faire quelque chose qui va correspondre au cabinet augmenté. Le cabinet augmenté étant le cabinet des 4-5 prochaines années, c'est-à-dire celui qui séduira nos clients. Alors, pour ça, je vais revenir un tout petit peu sur le contexte dans lequel nous sommes. Le contexte est un peu particulier. On sort de la crise sanitaire. Enfin, on espère tous sortir, évidemment, de la crise sanitaire qu'on vient de vivre pendant 18 mois. Et la grande question qu'on peut tous se poser, que ce soit cabinet d'expertise comptable, start-up, client, partie prenante, on va dire, de la société économique, c'est comment est-ce que la société va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir des véritablement changements de comportement? En réalité, pour moi, il y a deux axes qui sont très intéressants et très importants. Le premier, c'est qu'évidemment, face à ce qu'on vient de vivre, notamment la crise sanitaire et donc ce choc assez brutal, on a été obligé d'adapter considérablement nos modes de vie et nos modes de travail. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment garder en tête parce que ça veut dire que ce soit à la fois d'ailleurs sur le plan de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, mais que ce soit aussi dans les modes de production, eh bien, ça donne finalement une fenêtre d'opportunité pour pouvoir changer des habitudes et travailler différemment. Et donc ça, c'est le premier élément que je pense il faut qu'on ait en tête. Et le deuxième élément, c'est que ce changement de comportement, ce changement finalement de valeur sociétale aussi qui va sûrement suivre pour certains cette crise importante, eh bien, il va falloir l'accompagner. Et donc l'accompagner à travers justement des nouvelles démarches, des nouvelles approches. Et donc se dire que finalement, les choses
resteront plus tout à fait comme elles étaient avant et qu'il va bien falloir transformer, je dirais, nos pratiques professionnelles et notre comportement au sein des structures professionnelles. Alors ça peut nous amener à nous interroger sur le digital et les cabinets. Ça fait près de 10 ans, moi, que j'interviens sur des sujets digital en matière de cabinet. Et qu'est-ce que l'on peut voir rapidement? On peut voir que les cabinets d'expertise comptable ont accompagné leurs clients en matière digitale, continuent de les accompagner. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le degré de maturité des structures d'exercice professionnel, cabinets d'expertise comptable et même d'une manière générale l'entreprise, reste relativement faible au regard du gap qu'il y a à atteindre par rapport notamment à d'autres pays. Si on prend tout simplement les classements européens, par exemple le Index Society sur la digitalisation, la France apparaît c'est un classement qui est sorti l'année dernière, mais on était à la 18e place des 27 pays de l'Union européenne. Donc, il y a un effort de digitalisation et de transformation des pratiques qui est véritablement important. Et ça, c'est un mot-clé pour moi parce que ça veut dire que justement, l'intelligence artificielle va être peut-être le moment à utiliser en termes de catalyseur pour accélérer sur cette digitalisation et pour nous permettre de transformer nos pratiques. Deuxième élément majeur, à mon avis, à avoir en tête, la profession d'expert comptable, mais les entreprises dans leur ensemble, vont connaître une transformation radicale dans les 3 ans qui viennent avec l'arrivée et l'émergence de la facture électronique, c'est-à-dire en gros l'automatisation d'un process qui est un process qui date depuis très longtemps dans la démarche comptable, qui était celui de la saisie comptable, et donc du coup cette automatisation en temps réel de ce process-là. Donc, le digital et les cabinets, c'est un sujet que finalement la profession connaît relativement bien maintenant depuis une dizaine d'années, mais sur lequel le changement d'échelle en matière de transformation va être nécessaire et évidemment va devoir s'accélérer en termes de mutation dans nos pratiques professionnelles. Pour les experts comptables, finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas si éloigné de nos pratiques. Pourquoi je dis c'est pas si éloigné de nos pratiques? Parce que d'habitude, je dis souvent, la machine de Pascal en 1645, c'est un peu une première automatisation finalement d'outils de calcul. Et donc finalement, pour nous, c'est une première approche, on va dire, du calcul automatisé. Et puis deuxièmement, on nous appelle souvent le métier du chiffre. Moi, quand je vais dans certaines animations où il n'y a pas d'expert comptable, pour beaucoup, le chiffre, ça correspond à la cryptographie, aux algorithmes, et donc un peu plus à des notions d'intelligence artificielle que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les cabinets avec l'intelligence artificielle dans les mois et dans les années qui viennent? De manière simple, de nouveaux modes de production, et dès lors qu'un processus métier existe, il faut comprendre que si ce processus métier est normalisable et d'une certaine manière découpable en tâches autonomes, il va être pris en charge par l'intelligence artificielle et il va être automatisé. Et comme je le disais, ça va concerner notamment la transaction de la pièce comptable. C'est déjà un peu le cas avec évidemment des outils de reconnaissance qui font déjà de l'imputation, mais en réalité, en mixant facture électronique plus algorithme et donc intelligence artificielle, on va arriver très rapidement à une automatisation vraiment majeure du processus de production en matière de traces comptables. Donc ça, c'est la première idée clé. Il faut bien se dire qu'on est face en effet à une automatisation forte par rapport à nos process. Et puis la deuxième remarque, c'est que souvent on cantonne l'intelligence artificielle à des sujets d'automatisation de tâches simples, mais en réalité, l'intelligence artificielle va aussi nous servir dans les cabinets pour tout ce qui va être la relation client et l'amélioration de cette relation client. Une grande force, en fait, des cabinets d'expertise comptable, c'est souvent la proximité avec le client, mais en réalité, cette proximité avec le client, elle va être soutenue demain aussi de la relation avec l'intelligence artificielle. Et on va voir tout à l'heure, à travers que ce soit Greenly ou que ce soit Secha, que ce sont deux solutions de relation client, en réalité, bien plus que de solutions d'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, ça fait évidemment partie des choses qui sont importantes à prendre en considération. D'une manière générale, l'intelligence artificielle a besoin de data. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'avec en effet la connectivité, on a de la data et on a évidemment de la data à exploiter. Et on a même plutôt dans les cabinets tendance à avoir beaucoup de data et pas très bien savoir quoi en faire. Et donc l'idée, avec notamment l'intelligence artificielle, c'est de favoriser cette exploitation-là. Donc rapidité dans l'analyse des données, permanence dans les contrôles, analyse de conformité, tout ça, ce sont des tâches que l'intelligence artificielle va pouvoir prendre en charge assez facilement et venir finalement soulager
des opérateurs qui aujourd'hui perdent beaucoup de temps parfois dans la construction de leur base et dans l'analyse éventuellement des bases qu'elles peuvent avoir. Deuxième élément clé et qui paraît évidemment très très important par rapport à cette notion d'intelligence artificielle, c'est que vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est surtout quelque chose qui ces 10 dernières années a explosé en termes de capacité d'apprentissage. Les dernières technologies d'intelligence artificielle et les dernières approches dans le domaine montrent que finalement ces outils ont aujourd'hui une grande capacité d'apprentissage. Donc finalement, l'intérêt aussi d'utiliser de l'intelligence artificielle dans votre cabinet, c'est qu'il y a un vrai gain au fur et à mesure du temps. Et plus on va éduquer, plus on va coacher cette intelligence artificielle, plus les outils vont devenir véritablement performants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on a besoin du coup d'aller dans cette logique d'automatisation et du coup d'apprentissage, je dirais, permanent, y compris pour les IA. Si on fait une petite projection, jusqu'à présent, quand on utilise des grilles d'automatisation, nous, on fait beaucoup de missions autour de l'intelligence artificielle pour accompagner des cabinets. Et quand on regarde un peu les usages, eh bien, en fait, jusqu'à présent, on était plutôt sur de l'assistance en grille d'automatisation humaine, c'est-à-dire de la grille de niveau 1, où en fait, il y avait des tâches qui étaient faites par des robots éventuellement, mais robots comptables, mais c'était finalement très peu et c'était très sectorisé. Et progressivement, on va voir qu'on va franchir en fait des steps. On pense, nous, qu'avec la facture électronique, on va arriver assez vite au stade de niveau 2, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs processus. Aujourd'hui, dans un cabinet, souvent, vous aviez avec la banque qui était automatisée. D'ici quelques mois et quelques années, on va avoir en effet la banque, les achats et donc toutes les principales pièces, les notes de frais qui seront complètement automatisées. Et donc, cette automatisation va se renforcer et progressivement, certainement qu'à la fin de la décennie, on sera arrivé à un stade 3 où on aura des algorithmes qui feront de l'automatisation avancée et qui amélioreront encore les décisions. Et déjà, avec certains outils, on voit qu'on rentre dans le prédictif et donc ça aide évidemment à automatiser un peu les choses. Alors l'IA, justement, à quoi ça va nous servir concrètement dans les cabinets? Ça va nous servir en gros à plusieurs choses. On l'a dit, la production, mais aussi tout ce qui peut être une nouvelle manière de coacher ses clients. Dans un monde d'algorithmes, ça peut aider évidemment l'IA à suivre des objectifs, à faire des analyses de trésorerie, ce qui va être très utile dans les prochains mois évidemment, à faire de l'analyse prédictive et donc du coup de passer d'une comptabilité qui était une comptabilité historique, ce qui était le métier d'origine de l'expert comptable, à une comptabilité prédictive et anticipatrice, ce qui va être le métier de la profession du chiffre dans les prochaines années. Donc très clairement, l'impact de l'IA, c'est véritablement ça. C'est à l'aide des algorithmes nous permettre d'avancer évidemment fortement dans l'évolution de notre métier et dans la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Alors la question souvent qui est posée, c'est qu'est-ce que l'on va faire des collaborateurs? Comment est-ce qu'on va travailler avec les collaborateurs face à l'émergence de l'intelligence artificielle dans les structures professionnelles? Là, l'idée est assez simple pour moi. En fait, en réalité, ce qu'on va assister, c'est d'abord au fait que, évidemment, il y a des postes qui vont disparaître, mais finalement, on est dans une profession à tension, en attractivité, donc ça va finalement être assez naturel, cette disparition de postes. Mais surtout, ensuite, on va avoir une transformation de postes. Et là, j'aime bien cette phrase de Lavoisier, vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, avec l'IA, ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de tâches et donc de travaux que menaient nos collaborateurs vont être amenés à se transformer et vont être amenés à bouger. Donc nous, au niveau de la profession comptable et de nos activités de consultants, on travaille beaucoup sur les évolutions de postes et on a créé un modèle de réflexion par rapport à ça pour dire en réalité, il y a finalement 4 zones dans lesquelles les métiers de demain vont évoluer dans les cabinets d'expertise comptable et dans les structures professionnelles. D'abord, il y aura des gens qui seront chargés de mieux vérifier l'acquisition des données, des flux, d'être ce que j'appelle moi des pacificateurs de flux, hein, c'est-à-dire des gens qui doivent rendre les flux finalement simples pour le client, pour éviter que ce soit complexe, parce que finalement il faut bien se connecter, donc il faut connaître le monde des API, etc. Ça c'est le rôle des data controllers. Donc clairement on va avoir besoin de ces gens-là dans les profils, et les métiers de la saisie vont évoluer vers ces métiers du data controlling. On va avoir besoin de gens de plus en plus spécialisés. Quand on fait de la RSE, et on pourra poser la question à Alexis, mais quand on fait de la RSE, on a besoin de gens quand même qui connaissent un peu le sujet. Hein, donc, même si on a des outils d'IA qui vont nous y aider, à un moment donné, on a besoin de gens qui peuvent alimenter la discussion là-dessus. Donc, on aura besoin de spécialistes, ce que j'appelle moi des spécialistes mission, qui sont un petit peu plus ciblés en tant que tels. Et puis, on aura besoin de ce qu'on appelle les coachs clients. Les coachs clients, ce sont ces gens qui sont capables finalement d'empathie, d'écoute et d'animer la relation client en détectant sur la base des données des data controllers et des IA des problématiques clients, en les reformalisant, en les recontextualisant et en passant le ballon d'une certaine manière à un spécialiste mission qui pourra traiter le sujet. Donc les collaborateurs vont évoluer.
Et du coup, le comptable du futur, bah, ça va être un comptable qui va devoir développer des relations, des compétences relationnelles fortes, des compétences en analyse de data, en tout cas déjà pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes et pour pouvoir aider justement à la connectivité. Et puis, il faut comprendre que ces comptables de demain, ils vont être beaucoup plus imbriqués dans les processus fiscaux et la conformité, parce qu'en réalité, les sujets d'IA vont toucher également l'administration fiscale. Hein. Il y a des projets de l'administration fiscale qui sont très forts et très avancés en matière d'IA. Et donc, évidemment, l'idée aussi, ça va être d'intégrer de plus en plus ces processus de conformité dans les intelligences artificielles. Donc ça, c'est véritablement, si vous voulez, l'avenir de la profession, à la fois la conformité, à la fois la valeur ajoutée du coaching avec des outils de type IA. Et ça va véritablement permettre de pousser évidemment un comptable augmenté et donc un cabinet augmenté. Donc pour conclure, moi mon idée ce matin, c'était véritablement de vous dire à un moment donné, il n'y a pas de est-ce que je suis pour l'IA, est-ce que je suis contre l'IA, est-ce que je vais prendre de l'IA. De toute manière, vous allez avoir de l'IA et vous en avez déjà hein, dans vos outils de production, mais vous allez en avoir de plus en plus dans les mois et dans les années qui viennent. Le congrès de l'Ordre des experts comptables début octobre, vous verrez sur les stands, tout le monde aura évidemment des mots-clés autour de l'IA. Donc la question, c'est souvent plutôt de dire par rapport à cette évolution technologique que peut représenter les outils d'IA qui rentrent dans notre profession à grand bouillon, c'est comment est-ce que j'implémente ça dans mon cabinet. Eh bien, pour l'implémenter facilement, moi, j'ai l'habitude de dire la première chose, c'est comprendre les technologies et les usages. C'est ce qu'on fait, nous, à la profession comptable. On essaye d'aider nos lecteurs et tout le monde à bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et ses impacts. Identifier où il y a des zones de douleur ou des besoins insatisfaits par vos clients. Et très clairement, aujourd'hui, on sait que la relation client, c'est un point où il peut y avoir parfois des zones de douleur. On le fait avec des fois des collaborateurs qui sont très communicants, mais des fois, ça manque un petit peu de récurrence, ou au gré d'un collaborateur qui part, on perd un peu cet élément-là. Donc, le besoin insatisfait peut exister là. Le besoin insatisfait, ça peut être aussi la prédictivité. Le besoin insatisfait, ça peut être aussi la valeur ajoutée. Et Alexis, tout à l'heure, montrera des choses en matière de valeur ajoutée, tout comme Laure va montrer comment on peut communiquer plus facilement avec l'IA, avec son client. Donc, il faut choisir ces douleurs, il faut identifier les données du coup qu'on a dans son cabinet par rapport à ça. Et puis ensuite, l'idée est simple, c'est il faut choisir des projets simples qu'on peut mettre en place rapidement, donc avec des partenaires sur lesquels on peut faire ce qu'on appelle des POC, hein, vous savez, des proof of concept rapides. Et une fois qu'on a choisi ces proof of concept et qu'on peut utiliser ces projets-là, eh bien, ensuite, il faut les déployer. Et là, j'insiste sur ça parce que souvent, le malaise un petit peu des cabinets d'expertise comptable, quand même, c'est qu'on teste des trucs et on va jamais au bout, on déploie pas toujours. Or, en réalité, hein, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui, une fois qu'ils sont déployés, montrent toute leur grandeur. Hein, d'une certaine manière, rappelez-vous, l'intelligence artificielle, c'est manipuler des masses de données pour pouvoir finalement donner du sens à l'information et pouvoir produire des choses intelligentes. Donc, évidemment, il faut déployer les solutions et il faut ensuite les mettre en œuvre. Donc, pas de miracle, implémenter des solutions, les choisir par rapport aux douleurs, et puis à partir de là, eh bien ensuite conduire un projet classique pour essayer du coup d'augmenter son cabinet. Il est très clair que l'intelligence artificielle va être notre compagnon pour les prochaines années en tant qu'expert comptable. Et moi, véritablement, je peux que vous inciter à devenir finalement des managers d'intelligence artificielle et des managers intelligents, donc avec du comportemental aussi pour vos équipes, pour expliquer qu'il n'y a pas d'affrontement entre les robots comptables et les collaborateurs, et qu'au contraire, c'est vraiment dans cette complémentarité qu'on va rendre un meilleur service aux clients. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et évidemment, vous pouvez retrouver sur notre site et puis sur tous les réseaux notre numéro sur l'intelligence artificielle qui date du mois de septembre. Et puis, je vais donner la parole à Laure, parce que ce matin, ce qu'on voulait aussi, c'est vous montrer à travers deux startups, deux projets innovants qui sont donc aujourd'hui lancés en matière de fintech et d'accountech, ce que pouvait être l'IA. Donc Laure, je te laisse la parole, je te laisse passer les slides, je t'affiche juste ton slide, et puis Laure et Alexis, prouvez-nous que l'IA peut nous permettre d'augmenter nos cabinets, nos missions, et puis pourquoi pas notre valeur ajoutée, ce qui est quand même l'objectif final. Voilà, merci à tous. Merci. Merci Stéphane. Donc, je vais prendre la parole pour vous parler de Secha et vous présenter Secha. Donc, moi, je suis Laure de Couette-Gourdaine et donc cofondatrice et directrice générale de cette nouvelle offre qui est lancée donc,
pour les cabinets d'expertise comptable. Alors, il faut juste que je me rappelle comment est-ce que je passe mes slides. Je clique, mais il ne se passe rien, Stéphane. La petite flèche dans l'écran, voilà, je te la passe. Voilà, merci beaucoup. Donc Secha, c'est le fruit d'une rencontre entre une fintech Advanta et des experts comptables. Cette fintech, elle a été créée en 2014 et elle est spécialisée dans le traitement automatique du langage, donc la NLG, qui est une des branches de l'intelligence artificielle. Le traitement automatique du langage, c'est la capacité à produire du texte automatiquement à partir de données. Voilà, donc on est bien dans l'exploitation de la donnée et dans la restitution d'une analyse, d'une information compréhensible par l'humain. Advanta a développé de nombreuses applications en France et en Europe, essentiellement dans le secteur financier, donc dans la banque, dans l'assurance, mais aussi pour la DGFiP. On a par exemple une offre spécialisée pour les sociétés de gestion qui s'appelle Script.m. Advanta a reçu 5 prix d'innovation et fort d'une vingtaine de collaborateurs. Voilà. En 2019, on a eu une idée et on s'est dit finalement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas apporter cette valeur qu'on apporte, on va dire, dans le secteur bancaire par le texte, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'apporter aussi à la profession comptable? Et donc, on a rencontré trois experts comptables, José, Jimmy et Nicolas, avec lesquels on a travaillé, on a cherché à comprendre les problématiques propres à ce métier-là et à construire une solution qui réponde aux enjeux de la profession. Et donc, on s'est appuyé sur 3 constats pour cela. Le premier, c'est que la tenue de compte, elle reste finalement encore l'essentiel de la relation entre l'expert comptable et son client. On dit que ça représente 80 à 90% de l'activité des cabinets, même si, comme le disait Stéphane, il y a pas mal d'automatisation disponible. C'est quand même encore ce qui accapare finalement les collaborateurs et les experts comptables. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que finalement, la restitution d'expertise, l'analyse, les recommandations, etc., qu'attendent fortement les clients, ben, en fait, ils ne leur sont proposés, fournis qu'une fois par an, dans bien des cas, au moment du rendez-vous bilan annuel que les dirigeants d'entreprise ont avec leur expert comptable. Et une fois par an, en fait, c'est quand même pas beaucoup, parce que quand on est dirigeant, chef d'entreprise, et ben, en fait, on a besoin d'accompagnement tout au long de l'année. On a besoin de restitution qui soit claire, qui soit compréhensible, qui soit à portée de main et qui permettent d'aider dans les prises de décision qu'ont les chefs d'entreprise. Voilà. Et donc, sur ces constats-là, on a imaginé Secha, qui est donc, comme le disait Stéphane aussi, un outil de relation client. Hein. C'est vraiment un outil pour le cabinet, mais tourné vers le client. Et Secha, c'est donc une façon de mettre l'intelligence artificielle au service des collaborateurs et des clients. Et j'insiste là-dessus parce que Secha ne vient pas remplacer l'humain, Secha vient assister l'humain dans ses activités, dans ses tâches professionnelles et vient apporter, du coup, faciliter, on va dire, la fourniture d'un plus grand service pour les clients et d'un service peut-être plus adapté à ses attentes et à ses exigences. Donc, Secha, c'est 3 fonctionnalités essentielles. La première, c'est une analyse qui est rédigée, donc à l'aide du traitement automatique du langage, une analyse rédigée de la situation comptable de chaque dossier. Et cette analyse, qui est disponible pour le collaborateur en un clic, et je vais vous le montrer par la démo, elle est partageable avec le client. Voilà, ça c'est la première fonctionnalité. La deuxième, ce sont des points d'attention sur le dossier qui sont fournis aux collaborateurs et au cabinet. Et on verra quelle forme ça prend et comment le collaborateur peut peut-être s'appuyer sur ces points d'attention pour être plus proactif vis-à-vis du client, pour aller plus loin dans la tenue rigoureuse de son dossier, mais surtout dans peut-être des offres de missions de conseil, dans des propositions d'accompagnement. Troisième fonctionnalité, c'est la liste des pièces manquantes qui est préparée instantanément par Secha. Et cette liste des pièces manquantes, elle est aussi partageable par le collaborateur avec le client pour lui permettre de faire une relance quasiment sans douleur, puisqu'en fait, elle ne nécessite du coup que peu de travail pour le collaborateur
et elle propose aux clients une façon plutôt plus conviviale peut-être et surtout ludique de fournir ces justificatifs. Voilà. Donc, Secha, c'est du coup un service en mode SaaS qui est connecté aux outils de production comptable. Ça, c'est très important parce qu'on tient beaucoup à ce que les choses se fassent très facilement et que les manipulations soient les plus réduites possibles. Et Secha, c'est aussi un service qui a vocation à s'intégrer évidemment dans l'ensemble des outils du cabinet. Et donc là, on peut parler aussi de portail collaboratif ou autres outils. Donc, voilà, Secha, je vais vous faire une démonstration d'outils. Et Secha, c'est un projet donc, qui a été labellisé par le pôle Finance Innovation au mois de janvier dernier, donc 2021. Et Secha est actuellement accéléré par INEST, qui est l'accélérateur de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration de l'outil. Voilà, donc je suis sur l'interface de Secha et je vais me connecter très simplement avec mon identifiant et mon mot de passe, identifiant adresse email et puis le mot de passe qui m'aura été fourni pour la première connexion, en tout cas par l'outil. Voilà, donc là, je suis sur la page de recherche du dossier client de Secha. Et donc, je peux rechercher un dossier très simplement par cette barre de recherche, comme on en a l'habitude maintenant sur la plupart des outils, et ou par la liste des dossiers qui sont disponibles ici. Donc, ce que je vous montre comme une petite précaution avant de faire la démo, il s'agit d'un environnement de démonstration qui s'appuie sur des vrais dossiers clients, mais qui ont été tous anonymisés voilà, pour les besoins de nos présentations. Donc, je vais sélectionner le dossier CClean, qui est un dossier sur lequel je veux travailler aujourd'hui en tant que collaboratrice du cabinet. Et voilà, Secha a donc analysé les données. Donc, moi, je vais partir sur des données un petit peu plus anciennes pour les besoins de la démonstration. Et donc, ici, on va retrouver les 3 fonctionnalités dont je vous ai parlé, l'analyse, les points d'intention et puis toute la partie liée aux pièces manquantes et donc aux pièces reçues. Donc, sur cet onglet qui s'affiche par défaut, j'ai une restitution des principaux indicateurs de gestion, le chiffre d'affaires, la marge, la masse salariale et la trésorerie, avec des données en mensuel comparées à l'année précédente et puis des données en cumul. Dans la suite de la page, Secha a rédigé une analyse de l'évolution de ces principaux indicateurs. Donc, on a une analyse ici sur le chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires qui connaît une hausse globale, avec une progression particulièrement importante au mois d'août. Et puis ensuite, une analyse de l'évolution de la marge, donc avec un taux de marge à 99%, et puis une analyse de l'augmentation de cette marge qui est due à un effet chiffre d'affaires et à un effet de taux de marge. Voilà. Donc, en fait, une marge qui a progressé moins fortement que l'activité sur cette entreprise, sur cette période. Concernant la masse salariale, Secha nous dit qu'elle ressort en hausse de 79,1% et que cette masse salariale a augmenté moins fortement que le chiffre d'affaires sur la période. Voilà. Donc, le poste prestataire est quand même mis en regard de cette analyse-là parce que, voilà, en fonction de la situation, il y a des choses qui peuvent avoir été compensées ou pas. En tout cas, c'est une information importante que Secha a souhaité mettre en évidence sur ce dossier et par rapport à la structure d'activité de cette entreprise. Sur la partie trésorerie, cette entreprise, évidemment, a un niveau de trésorerie très élevé, le plus haut niveau depuis 22 mois. Évidemment, on est en 2020. C'est une entreprise qui a fait appel au PGE, donc on voit bien l'augmentation des emprunts bancaires, malgré un effet négatif de l'augmentation des créances clients. Voilà. Donc, Secha a rédigé automatiquement cette analyse. Si je changeais la période ou je passais sur un autre cas client, j'aurais une nouvelle analyse rédigée à la volée. Donc, ça, c'est intéressant pour le collaborateur dans sa connaissance du dossier, mais c'est aussi évidemment très intéressant pour le client. Donc, je vais pouvoir personnaliser et envoyer cette analyse au client. Donc là, Secha a préparé un mail, vous voyez, je le défile rapidement, qui reprend les différents éléments qu'on a vus. Et chacun des paragraphes ou des éléments de texte sont tout à fait éditables, modifiables
et par le collaborateur qui peut apporter sa touche personnelle et sa connaissance du dossier. Voilà, donc je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de la démo. Et je vais m'envoyer cette analyse pour vous montrer sa restitution. Voilà, l'analyse a bien été envoyée et je vais vous afficher voilà, ma boîte mail dans laquelle on va retrouver ce qui a été envoyé par le cabinet au client. Vous voyez ici, votre analyse comptable octobre 2020 et le client reçoit quelque chose qui a donc été une restitution qui a été mise en forme et qui est adaptée pour être facilement lue sur le téléphone portable aussi. Voilà. Donc, de cette façon, le cabinet, le collaborateur peut partager aussi régulièrement qu'il le souhaite de l'information à son client. Deuxième fonctionnalité, ce sont les points d'attention. Donc, sur ce dossier, j'ai 4 points d'attention. Alors, des points d'attention, je vais commencer par le bas. Des points d'attention qui sont plutôt d'ordre technique, liés à la tenue de compte. Donc, on voit qu'on a des mouvements qui ne sont pas lettrés. Donc, clairement, pour le collaborateur, c'est une information importante parce qu'il y a quelque chose à faire pour mettre les choses au carré. Et ici, on a un point d'attention qui est plus juridique puisqu'on a un compte courant d'associé qui est débiteur au 31 octobre 2020. Voilà. Donc, typiquement, avec un point d'attention de ce type-là, le collaborateur a une action, est attendu certainement par le client pour l'alerter ou du moins pour lui proposer d'en discuter et pouvoir dans quelle mesure des solutions pourraient être mises en place pour régler cette situation. Donc, aujourd'hui, dans Secha, il y a une vingtaine de points d'attention qui tournent, puisque Secha est une application en production qui est utilisée déjà par des cabinets. Et donc, ces points d'attention, cette vingtaine de points d'attention, évidemment, sont enrichis régulièrement au fil des retours, des remontées que nous avons. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui permette au collaborateur d'être plus proactif sur son dossier. Voilà. Et comme vous l'avez compris, ces points d'attention ne sont pas partageables en tant que tels au client. Voilà, c'est vraiment pour le collaborateur. On est vraiment dans l'esprit d'assister, d'augmenter, peut-être, si je peux me permettre ce mot-là, d'augmenter le collaborateur. Troisième fonctionnalité, ce sont les pièces manquantes. Donc ici, Secha fait la liste de toutes les opérations, tous les mouvements pour lesquels un justificatif est manquant. Et donc, ces opérations, elles sont organisées en 2 catégories. On a les décaissements à justifier et les encaissements à justifier. Et on retrouve, voilà, donc des opérations qui sont listées et qui permettent au collaborateur, l'idée c'est de permettre au collaborateur de relancer le client. Alors, le collaborateur garde la main, ça c'est très important, donc il va pouvoir modifier la liste. Il a par défaut 32 justificatifs qui ont été identifiés, 32 opérations non justifiées qui ont été identifiées par Secha, mais il va pouvoir éventuellement définir certains filtres. Il va relancer son client que sur des montants supérieurs à 50 €, ou il va vouloir supprimer certaines lignes parce que ce n'est pas pertinent. Il s'agit d'éléments particuliers pour lesquels il n'a pas envie de relancer le client. Voilà. Donc là, il fait son travail, il valide et il va pouvoir demander les justificatifs au client. Donc, comme tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a un mail qui est préparé par Secha avec 23 justificatifs sur lesquels il faut relancer le client. Ce mail est personnalisable. Je vais me l'envoyer à moi-même pour vous montrer ce que ça peut donner, donc, côté client. Voilà. Donc, j'envoie l'email, je fais ma relance et on va voir ce que ça donne côté client. Donc, côté client, vos justificatifs manquants, le client a reçu la relance de la part du cabinet. Voilà, il est invité à accéder à la liste des justificatifs. Il va le faire en cliquant sur ce lien. Et le client a donc accès à un formulaire dans lequel il va pouvoir verser ses justificatifs. Alors, ce formulaire, comme vous l'avez vu, il est accessible sans que le client ait besoin de s'identifier par un identifiant, par un mot de passe. Voilà, il s'agit juste d'une passerelle pour verser les pièces. Et donc, il va pouvoir accéder aux différentes opérations sur lesquelles il a quelque chose à faire. Donc, on peut en prendre un par exemple. Donc, ceux qui sont bleus n'ont pas encore été traités. Et donc, ici, il va pouvoir insérer un justificatif, définir de quel paiement il s'agit. Et la facture, en fait, est instantanément fournie à Secha. Donc, on voit bien que c'est en cours de traitement. Donc, il va pouvoir traiter toutes les lignes de cette façon-là. Les lignes passent au vert.
Si par hasard, il a perdu un justificatif, il peut aussi le signaler à son comptable. Pensez-vous pouvoir retrouver ce justificatif? On va répondre oui, parce qu'idéalement, ça serait bien de le chercher un petit peu. Et il peut s'arrêter là ou reprendre plus tard. Dans tous les cas, il a le lien. Et moi, je vais quitter pour vous montrer ce que ça donne côté collaborateur. Donc, je repars dans Secha, dans l'interface du cabinet, et je vais aller dans l'onglet pièces reçues. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve les différentes lignes sur lesquelles j'avais relancé le client et qui ont été alimentées par un justificatif. Donc, vous voyez ici, avec la petite pastille bleue, je peux télécharger le justificatif. Et puis, je vais retrouver aussi celles, par exemple, pour lesquelles on avait mis que le justificatif était perdu, mais qu'il est récupérable. Je peux donc télécharger les justificatifs unitairement ou je peux tous les télécharger en bloc à l'aide de ce bouton-là. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, cette fonctionnalité pièces manquantes permet donc de bénéficier d'une liste qui est préparée par Secha en un seul clic, de relancer le client et puis ensuite de récupérer les justificatifs. Donc, aujourd'hui, ce qui est en production et utilisé par des cabinets, c'est ce que je vous ai montré, donc avec une récupération qui se fait, vous voyez, manuellement des justificatifs. Et on est actuellement en train de travailler à une intégration de cette fonctionnalité-là dans différentes solutions que vous utilisez en cabinet, par exemple des portails collaboratifs ou des solutions qui permettent de faire des traitements, par exemple automatisés à base d'OCR, des justificatifs pour passer à la saisie en compta. Et donc, dès que la saisie est faite, qu'elle soit faite manuellement ou automatiquement, eh bien, Secha en est informé et tous les éléments d'analyse, de points d'attention, de pièces manquantes, etc. se mettent à jour automatiquement. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour la démonstration des fonctionnalités de Secha. Je voudrais laisser un petit peu de temps à Greenly et je suis donc disponible pour des questions à la fin de ce webinaire. Oui, on a 2-3 questions, Laure, qu'on prendra à la fin, notamment, je vois, sur les pièces justificatives et le suivi des pièces. Je te laisse y réfléchir le temps qu'on passe la parole à Alexis. Pour que, Alexis, tu nous parles, toi aussi, de l'IA, mais l'IA sur, finalement, comment on peut augmenter, là aussi, notre valeur ajoutée d'expert comptable dans un monde qui est de plus en plus RSE. Je te laisse la parole, Alexis. Génial. D'abord, très heureux d'être avec vous. Merci encore à Finance Innovation, Stéphane, Laure, d'avoir pris l'initiative de ce webinaire. Et évidemment, je suis d'autant plus heureux de vous présenter ça que j'ai la conviction très, très forte que l'ensemble des entreprises vont être amenées à commencer à suivre leurs émissions de gaz à effet de serre et que ça veut dire que c'est des entreprises qui vont devoir être accompagnées, qui vont devoir rentrer dans un process de mesure et de collecte de leurs données d'émission. Et on s'est fixé comme objectif chez Greenly de créer une plateforme pour faciliter ça à destination des TPE et des PME. Et notre matière première, ce dont on part, c'est vraiment les écritures comptables. Et donc, on est arrivé un peu comme une révélation sur le fait que, de la même manière qu'aujourd'hui, les professions du chiffre, en quelque sorte, certifient les comptes, eh bien, on va arriver vers un moment où elles vont certifier les comptes carbone. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter en quelques mots. Et comme on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, donc on a effectivement une plateforme d'analyse en fait des écritures comptables et d'autres données pour arriver à la production d'un bilan de gaz à effet de serre. Donc, je suis aussi assez curieux d'avoir des retours de l'auditoire pour savoir ce qu'ils en pensent, s'ils voient ça comme un nouveau service qu'ils pourront offrir à vos clients, à leurs clients. Donc, pour enchaîner un peu sur le contexte, désolé si c'est un peu la tarte à la crème, mais je rappelle juste un chiffre qui est le total des des émissions de gaz à effet de serre dans le monde chaque année. 51 milliards de tonnes de CO2. En France, c'est 750 millions, donc on est un peu plus d'1%. Un Français, c'est 12 tonnes, et c'est quand même un chiffre qu'il va falloir réduire à 0 en 2050. Donc, c'est une transformation économique extraordinaire
qui va peser de plus en plus, qui va être une contrainte de plus en plus forte. Mais nous, on le présente aussi beaucoup comme une opportunité. Et ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas évidemment améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et donc, c'est ça qu'on propose. Alors, pour la petite histoire, avec mes cofondateurs, on était déjà dans les technologies. Je m'occupais de quantification, mais de santé connectée dans le passé. Et quand on a créé Greenly, on s'est dit, mais finalement, créer de la mesure pour progresser, on a vu que ça pouvait marcher avec un certain succès dans la santé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait marcher pour motiver les individus, les entreprises à agir au quotidien sur les questions climatiques? Donc, on a lancé une application mobile pour les individus. Vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. On travaille avec quelques banques pour mettre des calculateurs d'empreinte carbone dans leurs propres applis. Et puis, surtout, on travaille maintenant avec les entreprises pour analyser automatiquement leurs données financières à la source, une des sources du bilan carbone. Et donc, on part du fameux fichier des écritures comptables. Entre-temps, on a accumulé quelques badges. Il faut d'ailleurs qu'on rajoute celui de INEST, l'accélérateur de l'ordre des experts comptables franciliens, donc qui encourage cette démarche, cet élargissement des fonctions de l'expertise comptable à la comptabilité carbone. Donc je passe vite sur notre appli, vous regarderez pour voir où vous vous situez par rapport à un Français moyen, qui est entre 11 et 12 tonnes par an. Mais c'est surtout un peu la répartition des émissions de la France, en fait. 25% des transports, 20% de logements, de textiles, d'alimentation. Alors, pour les entreprises, de quoi parle-t-on? On parle du bilan carbone. Alors, petit rappel sur ce qu'est un bilan carbone. Et après, donc, c'est numéro 1, c'est la comptabilité des émissions. Et ce n'est qu'une partie. Parce que la deuxième partie, c'est l'engagement des équipes. Donc, on doit mesurer, mais après, on doit progresser. Donc, on progresse en sensibilisant les collaborateurs au sujet et on progresse en définissant des plans d'action et des stratégies de réduction. Donc, nous, on propose une suite logicielle qui permet de faire tout ça, mais la première partie, c'est vraiment l'édition du rapport. Et c'est là où peut-être qu'on doit parler d'intelligence artificielle parce que, finalement, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure les émissions. On mesure les émissions d'une entreprise et il y a une classification de ces émissions qu'il faut rappeler rapidement. Il y a les émissions directes. C'est les émissions des machines que vous contrôlez. Ça peut être vos véhicules, ça peut être vos cheminées d'usine, ça peut être vos climatiseurs. Il y a les émissions de l'électricité que vous achetez. Elles sortent des fumées, elles sortent des cheminées de vos centrales électriques. Et surtout, pour la plupart des petites entreprises, il y a les émissions de leur écosystème quand ils achètent des biens et des services. Et donc, c'est tous leurs fournisseurs qui eux-mêmes ont une activité qui est source d'émissions, mais qu'il faut comptabiliser dans ce qu'on appelle votre scope 3, c'est vos émissions indirectes hors énergie. Donc ça, c'est là où finalement il faut mettre le plus d'intelligence dans l'analyse automatique des dépenses des fournisseurs pour en déduire des estimations d'émissions. Donc, comment ça marche? Alors, déjà, pourquoi le faire? Peut-être un petit rappel. Donc, nous, on considère que les entreprises, enfin, ce qu'on observe, c'est que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, font des bilans carbone finalement indépendamment de leur obligation légale. Elles le font parce que elles y voient un intérêt business. Alors, elles voient que leurs consommateurs, leurs clients le demandent. Elles voient un intérêt de réputation. Elles sont dans une démarche de labellisation. Et puis aussi, elles voient que c'est une prévention des risques parce que si vous êtes sur une activité totalement alignée sur des activités de consommation fossile très importantes, eh ben, en réalité, votre activité est menacée par les nouvelles réglementations. Donc, c'est important de mesurer ce risque. Mais surtout, c'est important de mesurer les émissions. Donc, les émissions, pour être clair, il faut calculer des données d'activité. Vous multipliez par des facteurs d'émission et vous avez un total. Et vous pouvez
le faire si vous avez sur des données physiques. Donc, si vous êtes capable de calculer les litres d'essence, vous savez voilà, ce que donne un litre d'essence. Mais souvent, c'est une info qui n'est pas disponible pour les TPE et les PME. En revanche, ce qui est disponible, c'est leurs écritures financières. Et à ce titre-là, donc nous, on a développé un outil qui prend les paiements, qui analyse leur nature, qui les catégorise et qui donc applique des facteurs d'émission monétaire. Certains de ces facteurs d'émission monétaire ont été définis par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. D'autres sont calculés, bien sûr, sourcés par nos équipes de data science et appliqués finalement à quoi? En premier lieu, à votre fichier d'écriture comptable. On rajoute un certain nombre de données et on traite automatiquement ces informations pour éditer un rapport sous 1 à 2 semaines et de façon assez industrialisable aussi. Donc, c'est pour ça que la discussion avec les cabinets d'experts comptables est très intéressante puisque vous êtes très, très légitime en fait pour d'abord produire la donnée, conseiller vos clients sur le sujet, mais surtout accélérer le process considérablement. Une fois que vous avez fait cette photo, comme je disais, il y a l'engagement des collaborateurs, l'engagement des fournisseurs. Ça peut être et l'engagement de plans d'action interne, c'est souvent d'ailleurs aussi une source d'économie de réduire ces émissions. Alors, je ne veux pas vous assommer de détails, mais ce que je veux juste insister quand on parle d'intelligence artificielle, ici, on est sur un... Ici, on est sur un système de ventilation en fait, des paiements à l'intérieur des différents comptes d'émission qui permettent d'automatiser une grosse partie de ce travail. Et là, je vais peut-être vous faire une petite démo, moi aussi. Donc, il y a des choses malheureusement un peu manuelles encore, mais qui ne sont pas applicables à tout le monde, donc sur des quantités physiques. Et puis, je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un outil de consolidation d'informations de tout un tas de PME. Donc, les fonds de private equity, les cabinets d'expertise comptable peuvent commencer à visualiser ce que donne tout un portefeuille. En fait, je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc, je pense qu'il y a une première partie où vous arrivez, en fait, alors je le fais un peu à l'envers, pardon, juste pour expliquer. Vous renseignez un profil, vous obtenez déjà une première partie de vos émissions. Vous uploadez un FEC, vous obtenez une évaluation des achats de biens et services et des frais. En réalité, vous pouvez même connecter votre banque, comme sur un logiciel comptable, pour avoir du temps réel. Vous engagez vos salariés, vous faites connaître votre engagement, et puis après, vous précisez les choses. Alors, donc ça, c'est pas la version live, parce que la version live est ici. Donc, vous avez cette connexion bancaire, vous avez ce renseignement du profil, et puis vous avez une analyse. Donc là, ce sont les émissions de Greenly en temps réel, parce que j'ai connecté ma banque, et donc j'ai une analyse typiquement de mes dépenses. Alors, je peux le faire sur le mois, sur l'année, etc. Et je peux regarder les différents postes, et vous avez cette analyse des facteurs d'émission monétaire qui est faite. Et puis, donc ça, c'est ça, je pense, la force peut-être de notre outil, c'est cette capacité à analyser automatiquement les paiements. Donc ici, juste pour illustrer, ce qui se passe, c'est que quand on arrive, quand on upload, quand on télécharge un FEC, il y a quelques dépenses qui parfois ne sont pas définies automatiquement, mais le moteur apprend. Donc ici, nos clients peuvent préciser alors non, de quoi ils parlent. Donc ici, j'illustre ce qui. Et donc, mais ce travail d'identification des dépenses, donc ici, on est sur une licence informatique, par exemple, c'est une nouvelle dépense, eh bien, à chaque fois, on éduque un modèle qui va reconnaître de plus en plus de transactions. Donc, vous avez ça. Alors, voilà, il y a même la transaction de mon expert comptable dont j'ai payé. Donc, on évalue également les honoraires. Et puis, il y a des impacts hors transaction où là, on va collecter des données
pour le coup, à partir des immobilisations, à partir de sondages collaborateurs. Et puis, on peut, in fine, exporter cette information sous le format de reporting, mais aussi sous le format d'un livrable qui est extrait automatiquement depuis la plateforme, en fait, avec les informations de votre bilan. Donc, si je dois résumer, l'objectif, c'est vraiment d'apporter à des structures beaucoup plus petites que celles qui faisaient des bilans jusqu'ici, cette capacité à produire du rapport carbone en faisant parce qu'on a la conviction forte que on arrive donc j'arrête de partager mon écran. On arrive dans un monde où ça va être une exigence de plus en plus forte. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, juste un mot là-dessus, c'est que c'est artificiel, mais il y a aussi beaucoup d'humains qui viennent éduquer un moteur d'analyse. Donc, je conclus pour ne pas prendre tout le temps de parole. Alors, pouvez-vous nous montrer un rapport carbone orienté client? Je vois cette question, donc je crois que je viens de le faire. Il y a de la formation salariée, ça je peux le montrer aussi. Donc, on a un questionnaire et ce questionnaire, il ressemble… donc, en fait, l'entreprise va sonder les salariés sur leurs émissions à eux. Et donc, c'est ici. Et puis, cette info, elle est consolidée. Elle est consolidée dans l'interface elle est consolidée ici dans les déplacements domicile-travail. Et on peut en visualiser certains résultats sur le niveau d'engagement, sur donc les différents modes de transport, etc. Donc, en faire finalement un outil de plan d'action. Alors voilà, je désactive un peu le partage et je vais conclure ma présentation. J'ai toujours peur de parler trop longtemps. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est aussi sur, du coup, le fait de mettre de la tech réduit le temps homme qu'on y passe dessus. Ça peut être entre 30 minutes et 2 heures. Et on est sur des modèles où, pour les TPE, on a un bilan GES pour 500 €. Après, il y a des paliers, 1000, 2000, 3000 €. Et on partage, on est d'ailleurs bien conseillé par des experts comptables sur disons le modèle qui fonctionne pour les TPE et pour les entreprises plus grosses. Mais on est sur un partage aussi de cette marge avec le monde des experts comptables parce qu'il y a un maillage des TPE qui nous paraît extrêmement prometteur en termes de diffusion. Je conclus en disant qu'on ne parle pas que de rapport d'émissions et de quantification, on est vraiment dans une démarche d'amélioration et donc en réalité une démarche de certification parce que vous pouvez faire votre bilan, vous pouvez connaître les mesures, vous avez checké la première exigence qui est peut-être celle de votre client qui vous disent voilà, nous on travaille avec des gens qui font ça, très bien, mais si vous ne voulez pas vous arrêter là, il faut pouvoir mesurer votre progression. Et votre progression, elle passe par vos plans d'action, elle passe par vos engagements collaborateurs, l'engagement de vos fournisseurs. Et donc ça, on commence à vous créer ce parcours d'intégration et donc aussi de récurrence et d'amélioration du process en interne. Voilà, ça peut aller jusqu'à la compensation. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la rapidité, l'industrialisation et le déploiement par des personnes tierces qui n'étaient pas forcément des experts du sujet, parce que y a toute notre équipe en support là-dessus pour vous aider à le déployer et d'ailleurs former les collaborateurs des cabinets sur ce sujet. Je conclus ma conclusion. Donc, on manque encore malheureusement de quelques femmes dans notre équipe, mais on est en plein expansion et recrutement. J'espère que Laure me le pardonnera, mais en tout cas, on est une équipe d'ingénieurs passionnés de transition énergétique. Je suis le seul non-ingénieur quasiment de l'entreprise. Et puis, on a des clients petits et gros. En réalité, on préfère les petits parce que y a du volume et c'est plus simple de le déployer à grande échelle. Et puis, surtout, eux nous préfèrent aussi. Et donc, ils en parlent et ils communiquent et ils en tirent tout de suite je crois, un avantage business. Et c'est très bien, à mon avis,
parce que plus les entreprises vont comprendre que c'est dans leur intérêt de communiquer et en fait d'aligner leur trajectoire business sur leur trajectoire de réduction des émissions, plus le mouvement va se répandre et plus ça sera facile de faire quand même les efforts nécessaires à cette décarbonation. Donc, je m'arrête ici, je vous laisse mes coordonnées. Bien entendu, on est quand même au début d'une aventure et on est au début des partenariats avec le monde de l'expertise comptable, mais on souhaite très très fortement avancer avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci Alexis, parce que je crois que c'est vrai que ça illustre de manière super concrète en fait un sujet qui est quand même technique et qui souvent sur lequel l'expert comptable se dit bon, comment est-ce que je peux avancer avec mon client sur cette thématique-là. Donc là véritablement on voit avec Greenly que de manière automatisée et puis de manière pédagogique on peut aborder ce sujet-là avec son client. Alors je vois dans les petites questions qui sont remontées des questions autour en effet de la formation un peu de l'expert comptable sur ce sujet. Donc ça, chez Greenly, vous le faites. Et puis de toute manière, je pense que d'une manière générale, la profession va progressivement s'emparer aussi de ces sujets-là. Donc ça permettra de monter le niveau de maturité de tout le monde. Ça, c'est très bien. Et puis je pense que aussi, à travers l'automatisation, et c'était aussi un peu notre thème ce matin, à travers l'automatisation de la récupération de ces flux comptables, eh bien, il y a matière à produire une information qui est différente de l'information financière traditionnelle, mais qui est à forte valeur ajoutée pour aussi sensibiliser un petit peu toutes les parties prenantes à la cause, je dirais, responsable et écologique. Donc ça, je pense que c'est vraiment un usage de l'IA qui est intéressant parce que l'IA, on va aussi beaucoup dire que des fois, ça a un impact en empreinte numérique. Ben là, on peut mesurer aussi l'intérêt que ça peut avoir pour faire avancer les choses, un peu comme tu le disais, pour la santé connectée. Et je rajouterais juste, parce que je vois une question, comment un expert comptable peut éduquer sur le sujet, peut échanger avec son client. Donc nous, malheureusement, tout n'est pas automatique. Enfin, heureusement plutôt, il y a de l'humain. Et donc nous, on forme les cabinets les uns après les autres pour qu'il y ait au moins une personne expert et que les autres aient le niveau de base pour en parler et envoyer vers le référent. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que en fait, ça rejoint le concept que j'évoquais en introduction des coachs et des spécialistes. On n'a pas besoin d'avoir des spécialistes de tout dans le cabinet. Si on a un spécialiste un peu bilan carbone et des coachs qui sont capables finalement de parler avec leurs clients de ce type de problème-là, bah ensuite, ils peuvent orienter la mission et avec l'outil Greenly, on peut réaliser de la valeur ajoutée. Une question aussi peut-être pour Laure parce que j'ai vu passer ta réponse et c'est vrai qu'elle m'a un tout petit peu interpellé sur comment Sacha finalement c'est les justificatifs manquants. Moi j'avais en tête, et alors tu me confirmes ou pas, mais j'avais en tête que par finalement la piste d'audit, c'est-à-dire en gros par la référence dans les écritures comptables éventuellement du justificatif de pièce, c'était un moyen pour l'IA de détecter qu'il manquait éventuellement une pièce justificative. On est d'accord, c'est un des éléments de la… Ouais, alors, en fait, Secha Secha analyse donc les écritures comptables et va aller regarder, va aller travailler sur le lettrage en fait du mouvement et avec un focus évidemment sur les comptes 47, 401 et 411. Hein. Donc, on ne travaille pas que sur les comptes d'attente. Voilà, et donc ça permet en effet d'avoir cette vision-là. Alors, donc, clairement aujourd'hui, pour compléter, on a, et ça me permet de répondre à une autre question, on a aujourd'hui une trentaine de cabinets qui utilisent Secha en production, pas qu'en Île-de-France, hein, partout, disséminés, on va dire, sur le territoire français. Et on a beaucoup de cabinets qui démarrent dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on n'a pas d'anomalie sur la partie pièces manquantes. Hein. Je voudrais être assez rassurante là-dessus. Aujourd'hui, tout ce qui remonte automatiquement, c'est réellement des opérations qui ne sont pas justifiées. Il y avait une question aussi peut-être, Laure, sur la connectivité, mais d'ailleurs, ça rejoint aussi, je pense, la même question pour Alexis, parce que moi, je sais que dans mon métier de consultant, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. C'est aujourd'hui, vous êtes connecté avec quel type de logiciel et qu'est-ce que vous pouvez récupérer? Est-ce qu'on peut l'implémenter facilement tout de suite? Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit pendant la présentation, la vision du produit Secha, c'est d'être connecté au logiciel comptable. Donc, on met dans notre priorité la mise en place de connexions automatiques avec les principaux logiciels du marché. Donc, aujourd'hui, Secha aussi, je réponds à une autre question, c'est bien une solution en mode SaaS. On est connecté, Secha est connecté automatiquement avec Agiris, avec Sage, avec ACD
Et on est actuellement en train de travailler une connexion avec Cegid, avec Ibiza, et de prendre de démarrer des discussions avec les autres logiciels comptables comme QuickBooks, MyUnisoft et d'autres. Voilà, et ça, c'est notre priorité. Donc, tous ceux qui ont ces logiciels comptables-là peuvent bénéficier de la connexion, qui est dans la plupart des cas une connexion par API, qui se met en place en moins de 2 heures. Quelquefois, même, c'est un quart d'heure. Voilà, ça dépend aussi de l'interlocuteur et de la connaissance des éléments côté cabinet sur la partie mot de passe, etc. Donc, c'est très rapide. Et si cette connexion n'est pas encore disponible ou parce que le cabinet le souhaite, Secha fonctionne avec un import de fichiers FEC qui aura donc été exporté à partir du logiciel comptable du cabinet. Voilà. Et justement, Alexis, pour toi, 2 cas sont les mêmes. Hein. Et toi, Alexis? Alors, nous, dans notre cas, pour l'instant, on fait du téléchargement et du FEC. Donc, on n'est pas en intégration directe. On a commencé initialement l'intégration des banques directement auprès des banques parce qu'on était vraiment sur des cibles TPE, PME qui avaient finalement que quelques comptes. Mais rapidement, on s'est rendu compte que les écritures comptables étaient quand même bien plus précises dès qu'une entreprise en fait groupait ses virements. En envoyant les ordres de paiement par justement la comptabilité. Et donc, on est au début de cette trajectoire d'intégration des logiciels comptables directement. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas une nécessité absolue dans la mesure où le déclencheur du besoin client, c'est souvent « je veux mon rapport d'émission de l'année dernière, 2020 ». Et donc, après, on a déjà une première brique de service qui fonctionne bien avec un FEC de l'année précédente. Mais donc, on rajoute le temps réel via l'intégration des données comptables. Mais là-dessus, on est un petit peu en avance sur la demande client parce que vraiment, notre vision, c'est vous pilotez vos émissions en temps réel. Mais la réalité du marché, c'est j'ai besoin de mon bilan de l'année d'avant pour montrer à mon client que je suis positionné sur le sujet. Il y a une question peut-être, Alexis, sur laquelle j'aimerais bien aussi que tu répondes. C'est en fait, parce que moi, c'est vrai que j'ai présenté au départ en disant la RSE, mais à l'intérieur, c'est du bilan carbone. Et je vois qu'il y a une question où quelqu'un nous pose la question, est-ce que finalement l'outil va évoluer ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer vers du bien-être au travail ou des identifications de parties prenantes plus larges. Donc, en fait, le concept de RSE un peu plus fort. Quelle est votre vision chez Greeny et si vous ne faites pas, comment est-ce que tu vois la chose en termes de consolidation du bilan carbone dans la RSE? Voilà. Alors nous, on est vraiment des monomaniaques du carbone. Donc, on ne regarde pas tellement les autres sujets, pour être clair. Alors, la RSE, donc il y a effectivement les aspects sociaux. C'est pas qu'ils sont pas importants, hein, la diversité, la bonne composition des RH, etc. Mais là-dessus, on est moins compétent. Donc, y compris sur la gouvernance. C'est peut-être des choses qu'on abordera à l'avenir, mais en réalité, il y a tellement de choses déjà à enrichir sur le carbone qu'on préfère être là-dessus. Et puis, en fait, je trouve, peut-être que je me trompe, mais que la quantification des émissions est quelque chose de beaucoup plus quantitatif et beaucoup moins qualitatif. Et donc, dans cette vision où la comptabilité financière se rapproche de la comptabilité carbone, la synergie me paraît plus forte parce que c'est vraiment des calculs de l'un vers l'autre, alors que quand on intègre des dimensions sociales ou de gouvernance, c'est évidemment important, mais ce n'est pas des choses qui, je me trompe peut-être, qui sont aussi automatisables. Voilà. Non, mais je crois que tu as raison parce que, en tout cas, je dirais, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt pour la profession comptable à attaquer ce sujet-là, notamment par le carbone, parce qu'on est quand même des gens qui sommes assez factuels, assez, je dirais, portés sur les chiffres. Et c'est vrai que dès qu'on est sur de la RSE plus large, ça demande souvent des compétences et des discussions avec le client qui sont peut-être plus complexe à mener, alors que là, on peut être assez factuel et avec un outil comme Greeny, on sort finalement des choses qui sont assez proches des bilans comptables, mais sous l'angle, en effet, du bilan carbone. En fait. En tout cas, c'est notre parti pris. Et puis, ensuite, c'est quand même un peu le parti pris aussi de la réglementation parce que, par exemple, vous avez même si le bilan carbone aujourd'hui n'est vraiment obligatoire que pour les sociétés
de 500 personnes, ça va baisser sans doute à 250 l'année prochaine. Et je pense que le sens de l'histoire, c'est que les seuils ne cessent de baisser. Et puis, ils ont déjà baissé, en fait, dès lors que vous êtes sur des sociétés qui appartiennent à des fonds, des asset managers ou des fonds de private equity. Eux ont l'obligation de faire un reporting carbone des sociétés de leur portefeuille, qui parfois sont des TPE, parfois sont des sociétés de moins 50 personnes, et même souvent. Et là, c'est très normé déjà. Et c'est normé sur le carbone. Et ce n'est pas normé bien sur les autres dimensions de la RSE. Donc, voilà, enfin, c'est une autre façon de dire la même chose. Écoutez, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des questions et puis on peut que inviter évidemment tous les participants à vous contacter et à avancer sur les projets comme on l'a dit au démarrage. Hein. L'idée, c'est de faire des petits pas et les petits pas avec l'IA, ça permet souvent d'avancer finalement assez vite. Donc, écoutez, merci à tous les deux en tout cas de ce webinaire. Merci au pôle Finance Innovation d'avoir organisé cette rencontre avec tous nos auditeurs. Et puis, bonne route à ces deux startups et à l'IA pour les cabinets, en tout cas de mon côté. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci beaucoup à Laure et à Secha d'avoir pris l'initiative de cette organisation. Et je ne doute pas qu'au-delà des chiffres, on pourra quand même intégrer du texte de Secha à nos rapports un jour. Donc, il y a aussi une synergie entre nos deux entreprises. Donc, IA plus IC, on a dit. IA plus IC, on a dit c'était la clé. Ça marche. Merci à vous deux. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci.